Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagide. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Au chapitre sécurité, des corps sans vie continuent à être découverts dans différentes localités du pays. Nous vous parlerons dans cette édition des cas découverts au nord et dans le sud du Burundi. Une croisade de prière a été organisée à partir de ce jeudi par la famille présidentielle au chef-lieu de la province Gitega, la capitale politique du Burundi. Et le contrat avec la Rafina est l'une des principales causes des problèmes économiques que connaît la société Cogerco. Les retards répétitifs dans le remboursement de la Cogerco gangrènent aussi son développement selon le personnel de cette société. Voilà pour le sommaire. Débutons notre édition par la page sécurité. Encore sans vie d'un homme a été découvert ce jeudi sur la colline Gitaramuka dans la commune Chombo en province Karuzi. Selon notre source, la victime est un enseignant de la zone Gatonde. Il avait quitté son domicile ce lundi pour se rendre à Gitega. Depuis ce jour, personne ne l'a revu. Toujours en parlant de sécurité, aussi des 10 pays en province Makamba, un autre corps sans vie d'une femme a été retrouvé ce mardi dans la commune Mawanda. La victime s'appelait Angélique Nikumwenayo. Elle avait quitté son domicile le 13 juin et était enceinte. Il se pourrait que l'homme qui l'a engrossée soit l'auteur de ce crime. Selon les membres de la famille, cet homme qui s'appelle Oleg Nyomongere l'avait appelé par téléphone. Le présumé auteur du crime aurait pris la fuite. Toujours en page sécurité, des chiens errants ont mordu 7 enfants, faisant un mort parmi eux. Ce drame s'est produit dans les communes de Buraza et Bukirasazi en province Gitega ces 2 derniers jours. Pour le moment, la chasse contre ces chiens errants est en cours pour les tuer. Le point avec Elvis Nyomongere. Chez Eran, si la colline de Tomoyang de la commune Muraza et si la colline Munyuka de la commune Mukirasazi en province Gitega, cet habitat de la commune Mukirasazi indique que les monstres de séché ont déjà fait un mort et si blessés parmi les enfants. À l'endroit appelé Kangodi, les chiens errants ont mordu un enfant qui a ensuite succombé. Bien avant, ces chiens errants s'attaquaient aux personnes adultes. Ces dernières se rendaient à l'hôpital et ne mouraient pas. Cet habitat de la commune Boudouraz et Bukirasazi indique que la chasse aux chiens errants continue pour les tuer. Au chef-lieu, nous venons de mener une chasse contre tous les chiens errants ces 4 derniers jours. Il n'y a plus de chiens errants. Ces 2 dernières semaines, plus de 20 chiens errants ont été déjà tués dans cette localité. Nous n'avons pas pu joindre le médecin provincial de Gitega pour donner de plus amples éclaircissements. Parlons politique à présent. Depuis ce jeudi d'une croisade de prière organisée par la famille présidentielle de la République du Burundi. Cette croisade a débuté par la prière dirigée par Monseigneur Simon Hamwana à la paroisse Saint-François d'Assise de Magarama en province Gitega. Cette prière qui a continué à l'aérodrome de Magarama l'après-midi de ce jeudi durera 3 jours. Page gouvernance sans transition, une contribution d'au moins 2000 francs burundais est exigée dans la direction de l'enseignement en commune Giheta de la province Gitega pour soutenir la famille de l'ancien chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Les enseignants qui manifestent une moindre contestation sont intimidés. Le point avec Eloge Kwizera. Depuis déjà des semaines, les enseignants de certaines écoles de la direction communale de l'enseignement à Giheta en province Gitega ont été avertis sur l'obligation de contribuer une somme d'argent pour soutenir la famille de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Notre source dans cette direction communale de l'enseignement à Giheta affirme qu'un enseignant est convoqué à la direction pour recevoir des instructions concernant la façon de compléter une fiche et la somme d'argent à contribuer. La fiche a pour titre « Contribution pour le soutien de la famille du président Pierre Nkurunziza ». Elle a un tableau de 4 colonnes respectivement pour le prénom et le nom de l'employé, sa matricule, le montant à contribuer et la signature. Tout enseignant qui manifestera une moindre contestation
est intimidé de ne plus recevoir des avantages selon son témoignage. On nous oblige de contribuer au moins une somme de 2000 francs burundais au minimum pour soutenir la famille de l'ex-président. Celui qui refuse de contribuer, il ne recevra plus de la direction des avantages dans tous les domaines. C'est une intimidation et nous risquons de perdre notre travail. Ces enseignants s'insurgent contre ces contributions en cascade alors qu'ils reçoivent un salaire insignifiant. C'est vraiment honteux, car nous étions habitués que le gouvernement se chargeait de soutenir les familles des dignitaires de l'État. C'est vraiment drôle de voir un pauvre enseignant qui est de la famille d'un président qui bénissait les cultures et les champs. On nous exige des contributions en cascade. Dernièrement, ils nous ont obligés d'acheter des pagnes alors que le salaire n'a pas été revu à la hausse. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Eri Habyarimana, directeur communal de renseignement en commune Giheta de la province Gitega, pour plus d'éclaircissements. Les personnes qui sont en train de collecter des contributions pour le soutien de la famille de ce président Pierre Nkurunziza ne font que ternir l'image de cette famille et celle du pays. Réaction de l'un des politiques burundais, Tassé Sibomana estime que ces personnes devraient être poursuivies par la justice. Tassé Sibomana. C'est très simple, très clair. C'est une réaction de désapprobation de ce qu'ils sont de faire. Pourquoi une réaction de désapprobation? Parce que ça ne se réfère à aucun pas. Si jamais est vrai, il y a lieu de se demander si c'était une démarche nationale. Voilà, crier juste, il faut que les autorités habilitées suivent de près la question pour arrêter dans les meilleurs délais et suivre même en justice ces gens qui sont en train de collecter de l'argent, soi-disant pour venir en aide à la famille du défunt. Je le dis, est-ce que d'abord, si cela était vrai, est-ce que la famille de ce président Nkurunziza est la plus nécessitée de toutes les familles burundaises? Je pense que c'est plutôt le contraire. Donc cette façon de faire porte atteinte à l'honneur du Burundi et des Burundais et porte atteinte à l'honneur même de la famille de ce président Nkurunziza. Parce que je l'affirme, j'ai des raisons. Ça, ce n'est pas la famille la plus nécessiteuse, au contraire. Je sais que parmi les familles de ces enseignants, il y en a qui sont sollicités de plusieurs manières, par des fêtes sociales, de tout acabit. Est-ce que les autres familles sont obligées de leur ir en aide? Je ne crois pas. Donc, oser faire une chose pareille pour une famille qui pourrait plutôt venir en aide aux autres familles burundaises. C'est une atteinte à cette famille. C'est une atteinte à cet honneur de cette famille, comme je le dis. Gouvernance toujours. Dans notre édition d'hier, nous vous avions dit que le non-respect des procédures des marchés publics a été la principale cause du retard et du dysfonctionnement des travaux de construction du barrage de Kajeke en province de Bubanza. Aujourd'hui, nous vous parlerons des irrégularités dans la résiliation des contrats avec certaines entreprises qui avaient gagné le marché de construction de ce barrage. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. En plus des irrégularités qui ont caractérisé le dossier d'appel d'offres pour les bureaux d'études, le travail d'indemnisation des propriétaires des lots de terre a lui aussi affecté le déroulement des travaux de la construction du barrage de Kajeke suite au phénomène de corruption. L'attitude de la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage d'alors, Odette Kaitesi, a poussé certaines entreprises qui avaient gagné le marché à résilier leurs contrats. La dite ministre, après avoir constaté elle aussi qu'il a eu des irrégularités dans les travaux d'études de ce projet, elle a demandé à son collègue du ministère des Travaux publics de lui envoyer deux ingénieurs en génie civil pour évaluer l'étude faite par l'ingénieur agronome Agapit Kabga. Selon notre source au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les deux ingénieurs sollicités par le ministre Odette Kaitesi ont été dépêchés par son collègue, mais elle n'a pas pu débloquer leurs frais de mission pour se rendre sur terrain. Ces ingénieurs ont fait demi-tour sans faire le travail qui les attendait, à savoir l'évaluation de l'étude faite sur les 3 étapes des travaux de ce projet qui sont la construction du barrage,
le lotissement des zones à irriguer et routes en terre dans les zones à irriguer et enfin la construction du canal reliant le barrage et la zone à irriguer. S'agissant de la première étape, le marché a été gagné par deux entreprises, à savoir la société burundaise Betuco et la société ougandaise dénommée Pacifique. Après avoir constaté que l'étude de ce projet a été mal faite, cette société ougandaise a résilié le contrat avant le démarrage des travaux. Quant à la seconde étape, c'est la société burundaise BTCE qui avait gagné le marché après avoir constaté elle aussi que l'étude faite par l'ingénieur agronome Agapit Kabga était émaillée d'irrégularités et elle a fait des revendications qui lui ont coûté une résiliation elle aussi de son contrat. Concernant la troisième et dernière étape de ce projet, c'est la société burundaise ETMCO en sigle qui avait gagné le marché. L'étude faite sur la construction d'un pont a suscité des malentendus jusqu'à ce que le deuxième vice-président de la République d'alors ait mis en place une commission chargée d'évaluer l'étude faite sur la construction du dit pont. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Je vous le disais en titre, le contrat avec la Rafina est l'une des principales causes des problèmes économiques que connaît la Cogerco. Même si la Rafina s'est acquittée ce mercredi de la moitié de ses arriérés, le personnel de la Cogerco trouve que des retards répétitifs dans le remboursement gangrènent le développement de la Cogerco. La Rafina achète également à des prix très privilégiés. Danny Claire, il a causé pour les détails. Jusqu'à ce mercredi, l'entreprise Rafina devait autour de 40 millions de francs burundais à la compagnie de coton du Burundi Cogerco. Des sources fiables au sein de ces dernières font savoir que ce mercredi, la Rafina a payé la moitié de son montant, soit environ 70 millions de francs burundais. Cependant, le protocole d'accord signé en 2000 entre les deux entreprises stipule que la Rafina doit rembourser les matières premières avant la fin du mois de décembre chaque année. Député, le personnel de la Cogerco explique que la Rafina ne respecte pas toujours ce délai et cela sous le silence des patrons de leur entreprise. Ces employés révèlent également que les autorités de la Cogerco commercialisent les graines de coton à partir desquelles la Rafina extrait de l'huile à un prix dérisoire. Le protocole d'accord prévoit toutefois que la Rafina avait accepté de se voir facturer un prix de la graine qui sera revu chaque année en fonction du pourcentage de l'augmentation du prix aux producteurs. Quand la Rafina sera en Tanzanie pour s'approvisionner en graines de coton, elle paie autour de 1400 francs burundais au kilogramme. Mais ici, à la Cogerco, la Rafina achète un kilogramme de coton à 320 francs. Pourtant, la Rafina ne cesse de revoir à la hausse le prix de son huile. Actuellement, elle vend un bidon de 5 litres de l'huile de coton à plus de 30 000 francs burundais. Le personnel de la Cogerco trouve donc qu'ils fournissent des efforts pour le compte d'une autre entreprise. Il dénonce également le paiement des intérêts bancaires par la Cogerco suite au retard de remboursement de la Rafina. Ils voient dans cette situation un facteur de l'incapacité de leur entreprise à les rémunérer. Pour rappel, les employés de la Cogerco viennent de passer 3 mois sans percevoir leur salaire et presque une année sans bénéficier des cotisations auprès des compagnies d'assurance et de sécurité sociale. La rédaction de la RPA a essayé de joindre encore une fois Gustave Madjambele, le directeur général de la Cogerco, mais après une brève présentation, il nous a raccroché au nez. Dans notre édition ultérieure, nous vous parlerons des prix auxquels l'entreprise Afritextile s'approvisionne en coton, des prix également à l'origine du déficit de la Cogerco. Merci à toi, Danny Claire. Il a causé la négligence du gouvernement et les pots de vin sont les principales causes de la multiplication des bus usés dans le transport en commun à mairie de Bujumbura. C'est du moins ce que rapportent les usagers des transports en commun qui révèlent que la police fournit de faux rapports sur l'état des véhicules en question. Les détails avec Francine Mahor. La police de la sécurité routière et le gouvernement en général sont pointés du doigt par les usagers des bus qui font le transport en commun à mairie de Bujumbura comme ce qui favorise la multiplication des bus usés. Selon ces usagers, cela s'observe à travers les points de vue demandés par ces policiers et le manque de volonté du gouvernement.
Cet habitant de la mairie de Bujumbura témoigne. Dans notre pays, la police est impliquée car corrompue et cela fait que ces bus usés continuent de travailler. Deuxièmement, le gouvernement ne s'implique pas suffisamment pour que ces bus ne soient plus dans la circulation. Pourtant, dans d'autres pays, les gouvernements achètent des bus qui font le transport en commun, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, vous comprenez que la misère de notre pays en fait partie. Pire encore est que, suite à cette police qui est corrompue, elle autorise ces bus à travailler librement. Donc, le gouvernement n'a pas de volonté pour que son peuple se déplace en sécurité. Les usagers de ces bus ne comprennent pas non plus pourquoi la police se focalise uniquement sur la vérification des documents de ces bus alors que leur état est déplorable. Ils demandent que le gouvernement retire ces bus de la circulation. C'est très étonnant pour nous la façon dont la police fait toujours le contrôle en se contentant de demander des documents de véhicule seulement au lieu de bien faire le contrôle de l'état du véhicule en même temps. Cela montre l'incapacité du gouvernement. Nous demandons que tous ces bus usés soient retirés de la circulation. Un jour, l'un des sièges de ces bus a déchiré mon pantalon. Les sources de la RPA, aussi de ceux qui font le transport en commun à mairie de Bujumbura, indiquent que bon nombre de ces bus usés sont bien connus par la police, mais qu'ils ont un montant qui leur est exigé chaque jour afin qu'ils continuent de travailler librement. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire, qui nous a raccroché au nez après notre brève présentation. Mais nous n'avons pas pu joindre Capitoline Nyonizigiye, la ministre du Transport et du Tourisme. Eh bien, merci à toi aussi, Francine Mahoro. Nous profitons de ce moment pour rectifier l'information d'hier qui concernait le transport en commun. La ministre en charge du transport, du commerce et Madame Capitoline Nyonizigiye et non Immaculée Ndabaneze. Courte pause, nous poursuivons avec la page société. RPA. Les vendeurs de bière de banane en mairie de Bujumbura ont adopté une nouvelle stratégie pour que la commercialisation de leur bière de banane à base de sucre puisse s'étendre jusque dans les autres provinces du pays. Ils amènent ces bières à Chibitoke pour ensuite être vendues dans d'autres provinces sous forme de bière produite dans la dite province. Les détails avec Aimable Nishim. Mardi dernier, les marchés de Gwesero, en commune Mugwi, et Rubirizi, en commune Mugina, c'est en province Chibitoki, ont ouvert comme à l'accoutumée. Ces marchés sont connus à grande partie pour la vente des bières de bananes. Ce jour-là, les commerçants de ces bières en mairie de Bujumbura étaient venus s'approvisionner comme d'habitude. Ce qui était inédit était le fait qu'à bord des camions de type Fuso, venus de Bujumbura, se trouvaient des bidons remplis de bière. Ces dernières font partie des boissons produites à Bujumbura et qui sont exportées dans les provinces du pays. Notre source témoigne. Après fouille, le constat était que certains camions étaient remplis de bidons contenant de la bière de banane préfabriquée afin qu'à l'arrivée au marché, les bières soient mélangées et ainsi puissent retourner dans d'autres provinces comme si elles viennent d'être produites. Voici donc la nouvelle stratégie adoptée. 8 camions ont été arrêtés et parmi ceux-là figurent des camions appartenant aux fabricants de la bière de banane. Ce jour-là, tous les camions sont retournés d'où ils sont venus, ce qui a étonné pas mal de personnes. L'ordre est venu du président des vendeurs de la bière de banane qui est détenu actuellement à la prison centrale de Mimba. Les 4 autres camions qui restaient n'ont pas pu se rendre au marché par la suite car le représentant de la coopérative des vendeurs a dit qu'ils ne pouvaient pas eux seuls se rendre au marché alors que d'autres ont été arrêtés. Ce qui est étonnant, c'est que ce représentant des vendeurs, connu sous le nom de Jean Nindagiye, donne des ordres alors qu'il séjourne à Mimba. Les camions arrêtés ont été garés au camp de la région militaire. Les sources de la RPA parlent également de la complicité des administratifs qui délivrent des feuilles de route aux fabricants de ces bières. Les bières de banane qui sont produites avec l'usage du sucre continuent d'être fabriquées sans aucun souci en mairie de Bujumbura. Les fabricants de ces bières sont connus, mais la population dit être sidérée de la violation de la loi faite par ces fabricants. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de certains noms des fabricants de ces bières et les emplacements dans lesquels ils travaillent.
Droits de l'homme à présent, la santé de la jeune fille de la colline Kigwati 1, violée par un Imbonerakure vers la fin de la semaine dernière, n'est pas du tout bonne. Pour prendre les médicaments lui administrés, elle doit suffisamment manger. Or, la famille de la fillette violée est très démunie. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Cette jeune fille de la colline Kigwati 1 en zone Rukaramo, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, a été violée dans la nuit de samedi de la semaine dernière, en date du 12 juin. Le présumé auteur du crime, l'Imbonerakure prénommé Élisée, alias Matoroshi, a été arrêté et est pour le moment détenu au cachot de la zone Rukaramo. Lundi de cette semaine, la fillette a été amenée à Bujumbura pour qu'elle soit protégée contre les maladies sexuellement transmissibles. Une source de la RPA en zone Rukaramo révèle que les frais de déplacement lui ont été payés par les responsables de la même colline Kigwati 1. Les habitants de cette colline indiquent que pour le moment, la santé de la jeune fille n'est pas du tout bonne. De plus, elle doit suffisamment manger pour pouvoir résister aux médicaments qui lui ont été prescrits. Cela donc devient impossible suite à la pauvreté extrême dans laquelle vit la famille de la jeune fille. C'est cette fille qui était toujours proche de sa mère, qui est en état critique depuis un certain temps. Cette famille mène une vie difficile. Pire, la victime ne peut rien faire car elle a été tellement touchée. En plus, elle prend des médicaments forts. Ce qui est important et surtout urgent, c'est qu'elle soit dotée d'une assistance alimentaire. Nous demandons aux responsables de la colline Kigwati 1, les autres bienfaiteurs et même les défenseurs des droits des enfants de lui venir en aide. Même si elle a été emmenée au centre de santé, sa santé pourrait se détériorer suite à de mauvaises conditions de vie. Sadiki Ndaruzaniye, le chef de la zone Rukaramo, a signifié à la RPA qu'il va enquêter sur le cas de viol de cette jeune fille. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. Les nouveaux variants de la Covid-19 se propagent déjà dans une vingtaine de pays africains. L'alerte a été lancée par le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Dr John Ngasong a également cité le Burundi comme l'un des pays qui n'ont pas encore adhéré au programme de vaccination. C'était au cours de la conférence hebdomadaire de jeudi de la semaine écoulée. If we look at the situation with the variants, we have, as a continent, now reported 28 countries with the Alpha. À propos de nouveaux variants de la COVID-19, en Afrique, dans 28 pays, on a constaté la présence du variant découvert pour la première fois au Royaume-Uni. C'est également dans 28 pays qu'on a constaté la présence du variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Le variant identifié pour la première fois en Inde, lui, a été repéré dans 13 pays africains. Vous voyez que la situation liée à ces variants de la COVID-19 devient de plus en plus compliquée. On a donc besoin de renforcer nos systèmes de santé et la prévention. So the variant situation continues to get complicated, and again it speaks to the need. Il faut donc renforcer également la vaccination. À propos de la distribution des vaccins sur le continent africain, 0,6% de la population africaine a été totalement vaccinée en Afrique. 5 pays ont administré plus de vaccins, c'est notamment le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Il y a aussi peu de pays qui n'ont pas encore commencé le programme de vaccination, y compris la Tanzanie, la République sahraoui, l'Érythrée et le Burundi. Still have not yet started a vaccination program. Include Tanzania, Sahrawi Republic, Eritrea and Burundi. Dr John Nkengasong a été repris en français par Émile Niwasumb. Dans la série de reportages sur les réalisations du gouvernement d'Aïchimié de sa première année en tant que président de la République du Burundi, aujourd'hui nous évaluerons le volet justice. Au cours de cette période, bon nombre de cas de clientélisme ont caractérisé le secteur de la justice, que ce soit en cas de condamnation à tort ou de l'exécution de la grâce présidentielle. Plus de détails avec Elodie Diveremesh.
Dans un discours prononcé par le président Évariste Ndayishimiye lors de son investiture, il promettait d'en découdre avec les hautes autorités qui se croient au-dessus de la loi. Malheureusement, son discours n'a été qu'un simple slogan politique. Au cours de ces 100 premiers jours de son investiture, l'instrumentalisation de cette institution a fait que les détenus qui ont purgé leur peine et ceux ayant bénéficié de la grâce présidentielle continuent de croupir en prison. Le cas le plus illustratif de cette instrumentalisation par le gouvernement Ndayishimiye est celui en rapport avec la condamnation de 3 employés de la station-service de Kayanza à 30 ans de servitude pénale pour attentat et complot contre le chef de l'État, alors que le procureur avait requis pour eux une peine de 7 ans et demi d'emprisonnement. Dans un premier temps, ils avaient été inculpés pour manquement à la sécurité publique et de n'avoir pas alerté les services concernés sur les menaces qui pèsent sur la sécurité du chef de l'État. L'autre cas illustratif est celui en rapport avec la condamnation d'une dizaine de personnes proches du pouvoir, dont des officiers de la police nationale et quelques membres du parti au pouvoir et de la milice Imbonerakure pour extorsion, avec circonstances aggravantes par la cour d'appel de Bururi au sud du pays. Un procès qui a condamné uniquement les simples exécutants en laissant libres les commanditaires ainsi que les concepteurs du crime. Sur la même lancée, la justice burundaise a condamné les politiciens poursuivis dans l'affaire Ndadaye au mois d'octobre 2020. Un procès qui s'est déroulé en l'absence des prévenus qui n'ont même pas eu le droit d'être assistés par des avocats. Par ailleurs, 34 personnes, dont des journalistes et acteurs de la société civile, accusés d'avoir participé dans une tentative de coup d'État de mai 2015, ont été condamnées par défaut et en l'absence de leurs avocats. Le verdict a été prononcé le 23 juin 2020, soit 5 jours après l'investiture d'Évariste Ndayishimiye, mais a été rendu public le 2 février 2021. Parmi les autres abus dans le secteur de la justice figure celui de la condamnation de Fabien Machiganino, un ancien membre du Parlement, à une peine d'1 an de prison et à une amende de 100 000 francs burundais sous les chefs d'accusation de rébellion et d'atteinte à la sûreté de l'État pour s'être opposé aux avantages à accorder au guide suprême lors d'une session à l'Assemblée nationale. Le décret de la grâce présidentielle a permis la libération de la moitié de plus de 5 000 prisonniers concernés, mais ce décret a exclu de nombreux prisonniers politiques ou en détention préventive ou encore accusés de délits liés à la sécurité. Il est à noter que la justice n'a pas pu vider beaucoup d'affaires pour que le nombre des prévenus incarcérés diminue et que les taux d'occupation diminuent en conséquence. À la fin du mois de mai 2021, les statistiques montraient que les prisons de Muramvya, Mpimba, Bubanza, Ngozi et Gitega ont respectivement des taux d'occupation très inquiétants de 647%, 516,25%, 430%, 362% et 318,25%. Merci à toi aussi, Héros du Mecha. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait cette édition. Onésime de Chimagizi à la présentation. Je vous souhaite de passer de bons mois chez vous. Au revoir.